Bienvenue à cette présentation sur les principes de base de l'hématologie. Un analyseur de cellules sanguines tel que le cyanhématode 380 permet de réaliser l'un des examens diagnostiques les plus courants, la numération globulaire complète. Avant de décrire le système, abordons les principes de base afin de comprendre comment l'analyseur parvient à établir une numération globulaire complète. Aujourd'hui, nous allons discuter au sujet de la composition du sang et les types de cellules qui le composent. Puis, nous verrons les différents principes de mesure. Nous évoquerons également quelques points importants concernant la manipulation des échantillons avant de conclure par une vue sur nos analyseurs cyan-hémato. Commençons par la composition du sang. Pour comprendre le principe de mesure de l'analyseur, il faut d'abord comprendre la composition du sang. Pour plus de clarté, examinons un échantillon centrifugé. Vous pourrez alors distinguer trois couches. 1, 2 et 3. La première contient le plasma, ce qui contient les sels minéraux de l'eau et les protéines. La partie suivante, qui ne représente que 1% du volume total du sang, contient les globules blancs et les plaquettes. Et au final, la partie rouge, c'est la partie qui contient les globules rouges. Chacune de ces cellules remplit une fonction spécifique dans le sang. Voyons les fonctions. Les globules rouges sont chargés de transporter l'oxygène de nos poumons vers tous les autres organes de notre corps. Ces cellules contiennent de l'hémoglobine, dont la concentration peut également être mesurée à l'aide d'analyseurs hématologiques. Si l'on examine la quantité de ces cellules dans le sang, on constate que les globules rouges sont le type cellulaire le plus abondant. Les plaquettes, elles jouent un rôle important dans la coagulation sanguine, en assurant, entre autres, l'arrêt des saignements. En termes de taille, ce sont les plus petites cellules du sang, ici. Les globules blancs jouent un rôle essentiel dans notre réponse immunitaire. Ils nous protègent contre les agents pathogènes, tels que les bactéries et les virus. Ce sont les plus grands types de cellules dans le sang. Et on peut les classer en 5 sous-types. Les monocytes, les éosinophiles, basophiles et neutrophiles, également appelés les granulocytes en raison de la présence de granules à l'intérieur de leur membrane, et les lymphocytes. Les monocytes, ainsi qu'une toute petite partie des éosinophiles, sera rapportée par l'analyseur en tant que MIT, les cellules de taille moyenne. Les granulocytes gras, ce sera une petite partie des éosinophiles, les basophiles et beaucoup de neutrophiles. Et les lymphocytes, l'abréviation LYM. Les analyseurs cyan-hémato sont des analyseurs à 3 différentiels. Ça veut dire aucune distinction ne sera faite entre les 3 types de granulocytes. Elles seront cotées et rapportées en tant que granulocytes. Pour faire cette distinction, il faudrait un appareil à 5 diffs, utilisant des composants de mesure plus sophistiqués et très coûteux, tels qu'un laser. Quelles sont les propriétés qui permettent de distinguer toutes ces cellules sanguines les unes des autres? Il y a 2 aspects très importants. C'est sur cette base que la machine distingue les différents types de cellules. La quantité des cellules, le nombre de cellules et leur taille. Voyons en plus de détails la quantité de cellules. Il faut tenir compte du fait que la proportion des différents types de cellules varie. Dans un échantillon de sang, on constate que les globules rouges sont les plus nombreux que les plaquettes,
et plus nombreux que les globules blancs. Est-ce que ceci est différent dans les analyseurs hématologiques? Non. Les globules rouges sont plus abondants que les plaquettes et les globules blancs. Mais ceci sous-entend que pour pouvoir mesurer chaque type de cellule, nous devons donc appliquer des dilutions différentes. Les globules rouges et plaquettes seront plus dilués que la portion de sang qui contient les globules blancs. En ce qui concerne la taille des cellules, lorsqu'on examine la taille des cellules dans un échantillon sanguin, on constate que les monocytes sont plus gros que les granulocytes et que les lymphocytes sont les plus petits parmi les globules blancs. Est-ce de même dans les analyseurs hématologiques? Non. Comment est-ce possible? Nous verrons que maintenant les granulocytes seront plus grands que les monocytes, les lymphocytes restent les globules blancs de plus petite taille. Mais il y a eu un changement à ce niveau. Comment est-ce possible? Dans les analyseurs, les globules rouges et les plaquettes sont mesurés séparément des globules blancs, car sinon, les globules rouges interféraient avec le cotage des globules blancs. Nous verrons qu'en raison de l'ajout de réactifs spécifiques, les globules rouges et les plaquettes seront détruits et les globules blancs réduits à leur noyau et leurs granules. Ce phénomène est provoqué par le réactif de Lise. Le réactif de Lise a 3 fonctions. L'hémolyse pour dissoudre la membrane des globules rouges et plaquettes, et comme cela, il n'y aura pas d'interférence de ces cellules lors du cotage des globules blancs. Deuxièmement, cela fait qu'on peut quantifier l'hémoglobine, car elles seront libérées des globules rouges et la lyse fait une réaction avec l'hémoglobine pour former un complexe coloré stable qui peut être mesuré. Troisièmement, cela permet la différenciation des globules blancs. On préserve les noyaux et les granules et tel quel, on peut faire une distinction entre les lymphocytes, les cellules de taille moyenne et les granulocytes. Quels sont les principes de mesure utilisés par l'analyseur hématologique pour réaliser une numération globulaire complète? Nos analyseurs hématologiques utilisent 2 principes de mesure. La méthode d'impédance ou la méthode de Coulter qui permet de coter et de mesurer la taille des cellules en détectant et en mesurant les variations d'impédance électrique lorsqu'une cellule passe à travers de trous de très petite taille, appelés l'orifice. Ce principe permet de coter le nombre de globules rouges, de plaquettes et de globules blancs. La deuxième méthode, la spectrophotométrie, est utilisée uniquement pour la mesure de la concentration en hémoglobine. Il s'agit de mesure de l'absorbance de la teneur en hémoglobine rouge dans l'échantillon. Ensuite, des calculs et des déductions à partir des histogrammes sont utilisés pour obtenir les résultats de 20 paramètres. La méthode d'impédance repose sur le fait que les cellules présentent une forte résistance électrique. En d'autres termes, elles ne conduisent pratiquement pas l'électricité. Durant la mesure, les cellules à côté sont diluées jusqu'à obtenir une suspension de cellules individuelles dans un fluide conducteur, le diluant. Cette dilution d'échantillons s'effectue dans la chambre de mesure, qui est flanquée d'électrodes, la négative d'un côté et la positive d'un autre côté. Grâce à la création d'un vide, les cellules sont aspirées une à travers de l'orifice. Lorsqu'aucune cellule ne se trouve dans l'orifice, le courant circule librement entre les électrodes. Mais lorsqu'une cellule passe à travers de l'orifice, le courant est résisté. Il s'agit donc d'une mesure de la différence de tension.
Le système compte le nombre de ces événements et mesure également l'impulsion du courant, qui est directement corrélée au volume, c'est-à-dire la taille de la cellule qui passe. Voyons pour une particule A qui est plus grande que la particule B. Quand cette cellule passe par l'orifice, une grande impulsion électrique est enregistrée. En même temps, une cellule est cotée. Regardons pour la particule B qui est plus petite que la particule A. Quand celle-ci passe par l'orifice, une cellule est cotée, mais l'histogramme est différente et l'impulsion électrique est moins grande. En surveillant ces changements de tension ainsi que les impulsions dans le courant électrique, il est possible de coter le nombre de particules pour un volume donné de fluide. L'amplitude de la variation du courant électrique est liée à la taille de la particule, ce qui permet d'établir une distribution granulométrique sous forme d'histogramme. Mais comment le système parvient-il à distinguer ces trois types de globules blancs? Sans intervention particulière, on constate que la taille des globules rouges et des lymphocytes est quasi de la même. Et donc, il y aura une interférence avec les globules rouges et les lymphocytes. Le système peut utiliser un timing différent pour les mesures ou deux chambres à mesure distinctes pour mesurer les fractions. Mais ce qui est aussi important est le mélange avec le réactif de Lise pour le cotage des globules blancs. On obtient ainsi des histogrammes distincts pour chaque type de cellule. Globules blancs, globules rouges et plaquettes. La deuxième méthode utilisée par le cyanohémato consiste à une mesure d'absorbance, nécessaire pour déterminer la concentration en hémoglobine. L'hémoglobine est de couleur rouge, mais on ne peut la mesurer que lorsqu'elle est sous forme libre. C'est pourquoi nous ajoutons le réactif de Lise aux cellules, ce qui détruit les globules rouges et libère l'hémoglobine. Ensuite, une LED verte émettant une lumière à 540 nanomètres et située autour de la chambre de mesure est allumée. L'hémoglobine libre dans la chambre à mesure absorbe cette lumière verte et la lumière émise restante est détectée par un photodétecteur. Le système calcule ainsi la quantité absorbée et par conséquent la quantité d'hémoglobine présente dans l'échantillon. Une préparation et une conservation adéquate des échantillons hématologiques garantissent la fiabilité des résultats de la numération globulaire complète. Ce chapitre aborde quelques points importants à cet égard. Pour commencer, l'échantillon sanguin doit être prélevé dans des tubes spécifiques contenant un anticoagulant et DTA. Cela empêche les plaquettes de s'agglutiner. Assurez-vous que le tube d'échantillon est rempli jusqu'à la ligne indiquée. Un remplissage insuffisant entraîne un excès des DTA et modifie la morphologie cellulaire. Les cellules rétrécissent, ce qui fausse les résultats. En ce qui concerne la conservation et le transport, les échantillons prélevés peuvent être conservés pendant maximum 8 heures à une température comprise entre 15 et 30 degrés ou pendant 24 heures entre 2 et 8 degrés. Lors du transfert vers une autre localisation, placez les échantillons dans une boîte contenant des blocs à froid, mais enveloppez les échantillons dans des serviettes ou de papier bulle pour éviter qu'ils ne gèlent. La congélation provoque une hémolyse et altère les résultats. Avant la mesure, il est important de laisser l'échantillon stabiliser pendant au moins 30 minutes à température ambiante après le prélèvement. Cette étape est nécessaire pour que l'anticoagulant agisse de manière optimale. Homogénéisez ensuite l'échantillon en le roulant entre vos mains pendant 20 à 30 secondes, puis en le retournant lentement 20 fois. Ne secouez jamais l'échantillon et n'utilisez pas d'agitateur mécanique.
Nous terminerons par une présentation de nos analyseurs cyanohémato et découvrirons comment le processus de mesure permet d'obtenir des résultats pour les 20 paramètres hématologiques. Les deux analyseurs cyanohémato fonctionnent selon le principe d'impédance et de la spectrophotométrie, mais se distinguent par leur conception et le nombre de tests qu'ils peuvent effectuer par heure. Le cyanohémato peut réaliser 60 tests par heure, tandis que le cyanohémato 380 en effectue 80 par heure. Cela s'explique par le fait que le cyanohémato ne dispose que d'une seule chambre de mesure et doit d'abord effectuer le comptage des globules rouges et des plaquettes, puis celui des globules blancs, avant de procéder à la spectrophotométrie de l'hémoglobine. Le cyanohémato 380, quant à lui, dispose de deux chambres de mesure et peut effectuer les mesures globules rouges, plaquettes et globules blancs simultanément. Les étapes du processus de mesure pour le cyanohémato 380 sont les suivantes. Tout d'abord, l'aiguille se dirige dans le tube à échantillon et aspire un petit volume de sang. Il se dirige vers la chambre de globules blancs et une première dilution est effectuée. L'aiguille alors se dirige à nouveau au-dessus de cette chambre et aspire une petite quantité de volume dilué. Ensuite, cette partie d'échantillon déjà dilué sera encore une fois de plus diluée dans la chambre globule rouge. Voici la différence en dilution. En même temps, de la lyse est déjà ajoutée dans la chambre globule blanc. Et simultanément, la mesure globule blanc et hémoglobine et la mesure globule rouge et plaquettaire est effectuée. Puis, aux côtés de la chambre globule blanc, un rinçage et une mesure à blanc hémoglobine est effectuée et au final, les deux chambres sont rincées. Ainsi, en combinant les mesures d'impédance et d'absorbance, le cyanohémato permet de détecter au total 20 paramètres. 3 paramètres correspondent au nombre total globules blancs, globules rouges et plaquettes. Le comptage des 3 types de globules blancs est effectué. On aura des lymphocytes, un total de monocytes et de granulocytes. La mesure de la teneur en hémoglobine fournit des résultats en 2 unités, la teneur moyenne et la concentration moyenne. Viennent ensuite le volume ou la taille moyenne des cellules, globules rouges, l'hématocrite, les plaquettes et le thrombocrite. Et au final, l'indice de distribution des globules rouges, des plaquettes et 2 paramètres de recherche, le pourcentage de plaquettes à grande taille et le nombre de plaquettes à grande taille.